Bienvenue à cette deuxième partie de l'après-midi. Comme vous le voyez, nous avons la chance, l'honneur d'avoir Claire Nouvian parmi nous qui dans son agenda de folie, a réussi à caser un petit aller-retour sur Cabreton. C'est pas facile pour elle, donc vraiment qu'elle en soit vraiment remerciée. Merci de l'invitation. Et la raison pour laquelle j'ai invité Claire aujourd'hui, lorsque le thème, ce sont les abysses, la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi, dans la mesure où, et tu vas nous en dire un peu plus pour les gens qui te connaissent moins, que toute ta vocation, parce que bon, Claire passe son temps à défendre l'océan, hein, on dit l'océan plutôt que les océans, c'est plus holistique, on va dire. Voilà, elle passe vraiment son temps comme d'autres. Enfin, elle n'a plus une minute à elle, donc c'est génial qu'elle ait ces quelques minutes avec nous. Et en fait, ta vocation, cette défense de l'océan, elle est née comment et où ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Et puis, bravo à toi, parce que je sais qu'il y a quand même un homme derrière la connaissance qu'on commence à avoir, la conscience qu'on a de ce qu'il y a juste là, qui est absolument merveilleux. Donc, merci d'avoir fait ça. Après, c'est qu'une partie de l'aventure n'est pas terminée. Enfin, elle commence en réalité, puisqu'il va y avoir des enjeux évidemment de protection et plus rapidement le plus rapidement possible, parce que clairement, on n'est pas dans une phase ultra joyeuse de notre étape d'habitation de cette planète, comme vous savez. Écoutez, vous avez vu la très bonne présentation qui m'a précédée là, d'une chercheuse de Marjolaine. Bravo, ouais, c'était super. Donc je me suis dit, voilà, donc j'ai changé mon plan. J'avais une présentation, mais comme voilà, Marjolaine a fait le travail, elle a montré même un Grimpototis pour terminer. Je me suis dit, ok, c'est vraiment le job est fait. Ton donc animal totem ? Ouais, les poulpes à oreilles de façon générale. Et en fait, en réalité, ouais, ma passion, elle a commencé vraiment littéralement avec un Vampirototis, qui est un autre céphalopode des grandes profondeurs et qu'on a trouvé justement parce qu'on vous a parlé du canyon de Monterey en Californie et le canyon va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Cette entaille dans le continent américain. Et en fait, au début du canyon, il y a un institut de recherche qui a des moyens de plonger. Et ils vont plonger tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on était en train de discuter avec un chercheur de l'Ifremer. Je lui demandais, mais est-ce qu'il y a des plongées profondes ici ? Et en fait, non. Donc c'est quand même hyper excitant de se dire qu'il y a encore quand même vraiment tout à découvrir. Parce que quand vous regardez le site de MBARI, donc M-B-A-R-I, si vous voulez vraiment, genre, ce soir, passer la meilleure soirée de votre vie, vous allez sur... Non mais en vrai, alors vous allez devenir mais complètement piqué, je vous le dis tout de suite. Vous allez sur le site de MBARI, et vous allez juste ne plus vous arrêter. Donc les enfants ne vont pas manger. Ce soir, ils se démerdent, ils se font leur... Parce que vous êtes là comme ça, mais d'ailleurs, ils ne vont même pas manger eux-mêmes parce qu'ils viennent, ils sont là. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ils ont découvert un nombre de choses, mais absolument incroyables, parce que comme disait Marjolaine, le midwater, c'est vraiment l'entre-deux-eaux, est assez peu étudié. Et on a donc un institut de recherche qui a une partie de leurs chercheurs qui travaillent justement sur ce pélagique, cet entre-deux-eaux, cette colonne d'eau jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc, moi, j'ai découvert Vampirototis, donc le vampire des abysses. Vous verrez, si vous faites vampire des abysses, vous verrez ce moitié calamar, moitié poulpe. En fait, il a les traits de plusieurs animaux parce qu'il est très ancien. Il vit dans une zone où il y a très peu d'oxygène. Il passe son temps à se transformer. Il est incroyable. Enfin, je ne veux pas trop vous déflorer la bête parce que vous allez le découvrir. Vraiment, allez voir. Et je travaillais sur un film, à l'époque je faisais du documentaire, et je travaillais sur un film et je voulais montrer comment les animaux s'adaptaient à la nuit éternelle. Donc évidemment, je voulais m'intéresser à la vie dans les abysses. Et quand je suis arrivée à l'aquarium de Monterey et que j'ai vu le film qu'il diffusait, qui avait été fait avec les images de l'Institut de l'aquarium de Monterey, parce qu'il y a l'aquarium et l'Institut de recherche qui est lié à l'aquarium, en fait, en vrai, j'ai pensé que c'était de la 3D. J'ai vraiment pas du tout pensé que c'était des vrais animaux, parce qu'en plus, les images sont très belles. Ils ont vraiment réglé, ils ont mis énormément d'argent à régler leurs caméras, leurs appareils photo pour que la qualité soit exceptionnelle. Et du coup, j'y croyais pas. Et donc, je suis tombée dans la soupe, vraiment. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et tous les animaux que je voyais, je me disais, mais c'est incroyable, ils existent et on les connaît pas. Alors que moi, je passais quand même pas mal de temps à filmer. Ça faisait déjà plus de 6 ans que je passais mon temps à filmer des animaux partout dans le monde. Et je me disais, mais ceux-là, je les connais pas. Enfin, je les connais pas du tout. Et donc, j'avais envie de faire en sorte que tout le monde les connaisse. Donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler sur les abysses.
avec des chercheurs, beaucoup de chercheurs américains, des chercheurs de l'Ifremer. À l'époque, c'est Daniel Desbruyères, d'ailleurs, qui m'avait passé pas mal d'images des sites hydrothermaux, de tous les fumeurs magnifiques, Lucky Strike, évidemment, puis les immenses vers qui vivent en symbiose, en fait, dans des environnements chimiosynthétiques, comme vous venez de l'apprendre, ou vous le saviez sans doute avant, enfin bref. Donc, je travaillais avec pas mal, enfin, tous les chercheurs qui faisaient du profond à l'époque, et en faisant ce travail, je suis tombée sur un chercheur, vraiment notamment, je dois lui rendre hommage, Les Watling de l'université de Hawaï, qui m'a montré des images. Donc, c'est un spécialiste des coraux profonds. Et donc, il m'a montré beaucoup d'images de coraux magnifiques. Il commençait à les dater et à montrer que ces coraux profonds avaient 2000 ans, 2500 ans, 1800 ans, 3000 ans, et jusqu'à un corail qui a plus de 4000 ans. Donc, vous vous rendez compte, enfin, là, bug quand même. On se dit, ah oui, que le corail a commencé à pousser au moment où les Égyptiens étaient en train de construire les pyramides. Enfin, même avant, pour ça dépend des pyramides, c'est Saqqara ou Gizeh ou quoi, mais en tout cas, très ancienne. Et donc, on était dans l'excitation, à regarder toutes ces images de coraux, etc. Et ensuite, il m'a dit, bah, maintenant, je vais te montrer autre chose de moins rigolo. Et il m'a montré des images des monts sous-marins à côté qu'on appelle Corner Sea Mounts, qui sont à l'est de New York. Et il m'a montré des monts sous-marins qui avaient été chalutés, enfin, avec des énormes traces, et qui avaient été, en fait, chalutés. Des années auparavant, ils ont fait leur enquête et ils avaient été chalutés par des soviétiques, des chalutiers soviétiques dans les années 70. Et ça n'avait pas repoussé dans les années 2000. On était dans les années 2000, donc c'est pour ça que les tests dont Marjolaine, je fais comme si on se connaissait, mais je t'appelle Marjolaine, mais donc, que Marjolaine vient de vous montrer, en fait, moi, ça m'a énormément, enfin, ce qui m'a le plus touché d'ailleurs dans ce que vous avez dit, c'est le fait que même les moules des fumeurs hydrothermaux, en fait, s'ouvrent et se ferment en fait en fonction des marées. Alors ça m'a donné envie de pleurer, pour être honnête. Je me suis dit, en fait, vraiment, tout est connecté et on est vraiment des sauvages. Donc voilà, donc moi, quand il m'a montré ces images-là, on était donc, j'étais en train de faire mon livre sur les abysses. C'était en 2000, j'étais à un symposium, de Deep Sea Symposium à Southampton, ça devait être en 2006 ou en 2005, vraiment tardivement dans le process. Ouais, tu y étais 2006. Et ça a vraiment donné une tournure un peu différente à mon livre aussi, quoi. Je me suis dit, bon, en fait, c'est une aventure, c'est devenu une mission. Et je suis passée de l'autre côté de la barrière et je me suis dit, on ne pouvait pas laisser faire ça. C'est la même année où il y a eu des votes de résolution aux Nations Unies et où un ancien pêcheur profond, d'ailleurs, Matt Gianni, un Américain, qui est vraiment mon autre deep sea buddy, avec qui j'ai tout fait. Et Matt Gianni avait fait un rapport pour l'ONU et il avait quantifié qu'il y avait dans le monde entier 285 chalutiers qui faisaient du profond, vraiment du très profond. Et en fait, la France était en 6e position, ça c'est ce qu'on a calculé avec des chercheurs après, et la France faisait partie des 10 pays les plus pêcheurs, en fait les plus actifs sur la pêche en eau profonde, avec ces chaluts absolument destructeurs qui ravagent ces écosystèmes multimillénaires ultra fragiles et connectés à la surface, comme on le voit par des mécanismes biologiques, physico-chimiques, etc., mais quand même qui vivent comme on le voit à la fin, on voit les poissons, les chimères, etc., au ralenti, un peu à l'abri de tout ça. Et nous, on arrive et on fait passer des chalutiers monstrueux. Et là, ça a bugué, en fait, dans mon cerveau. Et je me suis dit, bon, ça faut que ça s'arrête. Voilà, terminé. Ça, je vais y mettre fin. Puis après, je retournerai à mon métier. Derrière. Ouais. Non, mais moi, je me suis dit, je fais ça, puis après, je retourne à la documentation. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le journalisme. C'est vraiment... C'est documenter pour éclairer le monde et faire en sorte que les décisions publiques aillent dans le sens de l'intérêt général. Mais voilà, puis évidemment, une fois qu'on a passé cette barrière-là, on se rend compte que la connaissance ne suffit pas à éclairer le monde. Scoop. Et qu'il faut faire un peu plus que ça. Il faut il faut jouer avec les armes du monde politique. Et bref, ça, c'est une longue conversation qu'on peut avoir, si vous voulez. Voilà. Et tu as quand même fait 2 films et tu as fait une plongée.
dans un sous-marin océanographique. Oui, oui. Donc, donc à l'époque, quand je faisais mon livre, j'ai été invitée par des... Qui s'appelle Abyss, ouais. Bon, qui est épuisé, mais qui se vend hyper cher sur des sites, c'est n'importe quoi, ces trucs-là. Il faudrait peut-être le rééditer d'ailleurs, mais bon. En tout cas, j'ai été invitée par des Américains, en fait... En fait, ils aimaient la façon dont j'arrivais à communiquer ma passion pour prendre leur science, un peu ésotérique parfois, avec des termes de chimie ou je sais pas quoi, de biologie. Et en fait, moi, me reconnecter à l'émotion que ça me génère de voir toutes ces formes de vivants, en fait. Et donc, ils m'ont invité à participer à des missions océanographiques, à plonger dans des submersibles, à faire beaucoup de plongées avec des ROV aussi, en restant en surface. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur des navires océanographiques américains et à la fin aussi en Nouvelle-Zélande. Voilà, jamais en France, j'ai jamais été invitée en France, mais je pense qu'ils ont senti que j'allais pas tenir en place. Non, peut-être qu'ils se sont dit ils sentaient que j'allais pas rester politiquement correcte sur la France. De fait, voilà. De fait, je ne suis pas hyper politiquement correcte sur le gouvernement français parce qu'ils se succèdent et on se dit « Ah là là, on croyait avoir touché le fond avec Sarkozy ou Fouquet ». Et là, on se dit « Ah non ». Ouais, c'est ça, on n'a pas touché le fond du canyon encore. Ouais. Et donc, à partir de là, alors comment ça s'est goupillé, en fait, la naissance de Bloom, tout ça ? Eh bien, donc, j'avais monté Bloom donc, à l'origine pour justement communiquer l'amour que j'avais pour l'océan profond notamment et l'océan, en me disant que ça allait faire cette espèce de switch immédiat et naturel vers la protection. Et puis on a rajouté à nos missions des missions un peu plus politiques pour faire en sorte qu'on transforme vraiment la réalité du monde et qu'on se batte. Donc j'ai monté Bloom il y a 20 ans, ça fait 20 ans qu'on existe. Donc ça nous a pris jusqu'en 2016 pour protéger les océans profonds du chalutage profond. Donc on a gagné en 2016 l'interdiction du chalutage au-delà de 800 mètres de profondeur, ce qui est beaucoup trop profond, mais qui était ce qu'on pouvait faire de mieux et qui mettait au moins à l'abri des chalutiers, les machines de guerre. Au-delà de 800 mètres, les écosystèmes sont aujourd'hui en Europe et dans tout l'Atlantique Nord-Est protégés des chalutiers profonds. Mais comment tu as réussi ça ? C'est une longue histoire. Ça a pris 7 ans, nuit et jour. En faisant beaucoup de choses, en documentant, en m'alliant avec tous les chercheurs au niveau mondial, en fait, qui étaient désemparés aussi de cette destruction ultra rapide des écosystèmes les plus fragiles. C'était cette rencontre de l'hyper-vulnérabilité avec la grosse Bertha, vous voyez, l'artillerie lourde, quoi. Et ça marchait pas du tout pour les écosystèmes, ça ne peut pas marcher pour les écosystèmes. Et donc en m'alliant avec des scientifiques, en m'alliant avec d'autres ONG, en apprenant la politique, en faisant beaucoup de communication, et à la fin, j'ai envie de dire, en regardant et en établissant, et ça a été, à mon avis, un moment qui a fait la bascule sur ce combat, c'est qu'on a identifié exactement les acteurs économiques qui étaient impliqués dans la pêche en eau profonde, on a regardé leurs performances économiques et on a établi factuellement qu'ils perdaient de l'argent malgré les subventions publiques qu'on leur accordait. Donc, en fait, c'était surtout le fait d'Intermarché, des flottes de pêche d'Intermarché. Et en fait, ces pêches sont tellement énergivores, elles sont tellement lourdes, destructrices pour attraper des animaux qui n'ont rien à faire dans notre assiette et qui sont comme les grenadiers là, avec des grandes queues là, toutes fines. Il y a très peu de choses à manger, c'est pas très bon. Il faut mettre plein de sauce, ça n'a aucun sens de manger ces animaux. Et pour 3 espèces qui étaient commercialisées, il y en avait 100 autres qui passaient par-dessus bord massacrés. Tout ça pour rien, c'est-à-dire pour des flottes de pêche industrielles qui veulent avoir accès à de la matière vivante pour en faire du bénéfice financier. Et en fait, il n'y a même pas de bénéfice. Donc en fait, c'était simplement pour rentrer, à l'époque, pour Intermarché, pour avoir accès à la pêche, parce que Intermarché avait décidé d'arriver dans la pêche, parce qu'ils ont une dimension d'intégration verticale de leurs activités économiques, et ils s'étaient dit, on va faire de la pêche. Et pour arriver dans la pêche, dans un système où on était déjà en surexploitation de toutes les espèces de surface, ils sont allés sur des espèces qui n'avaient pas de quota, qui n'étaient pas sous quota encore. Et donc, ils sont arrivés sur les espèces profondes, qui étaient les seules espèces qui n'étaient pas sous quota. Et donc, ils sont arrivés, ils ont ravagé, comme tous les autres acteurs de la pêche profonde, ils ont ravagé les poissons profonds, qui du coup sont passés sous quota. Et voilà, et tout ça pour être dans une démarche en fait
de compétition par rapport à leurs concurrents, pour pouvoir dire chez nous, il y a de la poissonnerie. Et quand un supermarché a une poissonnerie fraîche, il a un avantage concurrentiel par rapport au supermarché d'à côté qui n'a pas une poissonnerie fraîche. Donc voilà, pour rien en fait, pour rien d'acceptable. Donc voilà, quand on a montré ça, qu'on a montré que la pêche en eau profonde était subventionnée sur notre argent, sur les richesses qu'on crée, que vous créez avec votre travail, pour rien en plus, et surtout pour quelques supermarchés, ça n'avait absolument aucun sens. Et le coût a été fatal. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est la mobilisation des gens. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient suivi ça. Mais en tout cas, les gens ont été très énervés et ils ont fait craquer, finalement. Ils ont fait craquer Intermarché. Parce que chaque fois qu'ils arrivaient au rayon, ils râlaient. C'est la honte, vous détruisez les océans profonds, etc. Et au bout d'un moment, Intermarché a dit stop. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit comment est-ce qu'on arrête ça? On a dit on sait très. Vous arrêtez la pêche en eau profonde. Ils vont arrêter. Et voilà. Et ça, c'est comme donc c'est une victoire citoyenne. Et c'est vrai que... Bravo à vous. À vous si vous avez participé. Et si vous n'avez pas participé, c'est pas grave, vous pourrez participer à d'autres combats. Il y en a plein. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne le chalutage profond, pas forcément tous les gens ici ont vu les images. C'est-à-dire que c'est un peu comme de raser une forêt pour ramasser des noisettes, un peu. Et en plus, c'est vrai quand on voit ces machines de guerre qui raclent tout, évidemment tous les sédiments, toutes les bestioles qui se cachent, tout ça, c'est qu'on ne voit jamais, dont on parlait tout à l'heure, et il y a là-dedans des milliers d'espèces qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que de le voir, moi j'ai vu quelques images, et quand on voit ça, on se dit, là non-stop, effectivement. Ah non, c'est une catastrophe. Mais si, d'abord, vous pouvez regarder, on a sur notre compte Instagram... on a une vidéo, mais si vous la recherchez, vous la retrouvez. La vidéo, par exemple, de l'inauguration d'un énorme chalutier industriel qui s'appelle le Jan Maria. C'est un navire qui a été inauguré en Allemagne. Et j'ai une collègue qui a réussi à rentrer dans le bateau, en fait. Elle est trop forte. Et elle a filmé, en fait, l'inauguration du navire. Et donc, elle a eu accès à tout. Et on voit en fait la taille, et pourtant il ne fait pas du profond, mais bon, c'est quand même déjà un peu trop profond. Et on voit ce qu'on appelle les ground rollers, c'est des énormes boules qui sont prévues avec des rondins de plastique gigantesques, gros comme ça. Et il y en a tout le long de l'ouverture du chalut. Et ça, c'est fait pour passer et pulvériser les écosystèmes profonds ou les écosystèmes de fond. Donc c'est fait pour justement préserver le filet, pour que le filet ne soit pas abîmé par les cailloux, les animaux, les gorgones, tous les animaux qui sont pulvérisés et qui pourraient abîmer le filet. Donc c'est pour faire en sorte que le chalut ait le moins de résistance possible, et ça passe par la pulvérisation des fonds marins. C'est inacceptable. Il y en a un qui a donc été inauguré il y a 2 ans, un énorme navire de ce genre-là, de plus de 80 mètres. Donc l'Europe continue à accepter de faire rentrer des nouveaux navires destructeurs dans nos flottes de pêche qui sont pourtant déjà... En fait, il faut savoir que les eaux européennes sont les plus chalutées du monde. Donc, en fait, oui. Alors que le chalutage de fond est la méthode de pêche la plus destructrice de l'histoire, est responsable de 90% de l'abrasion des fonds, de 77% des émissions de CO2, de 88% de la surexploitation des espèces, de tous les métiers de pêche en France. Enfin, il n'y a rien qui va avec le chalut. Ils génèrent 2 à 3 fois moins d'emplois, ils sont 4 à 5 fois moins rentables que la petite pêche artisanale. Et pourtant, c'est ça que les gouvernements, les uns après les autres, soutiennent. Et ce fameux bateau français qui a été mis à l'eau récemment, là, dont tu parlais en Bretagne. Alors, il y en a plusieurs. Non, mais le gros, énorme. Là. Il y a le Scombrus, le Prince Bernard, je sais pas, des chalutiers récemment, pélagiques. Il y en a un qui a fait la une de vos... Ah oui, alors ça, c'est la Nélis Ilena. Non, ça, c'est le plus grand chalutier pélagique du monde. Ouais, il y a un bateau de 146 français, mètres. Non, en fait, il n'est pas français, mais il est pavillonné. C'est toujours des histoires, c'est des magouilles de pavillon, mais il va être exploité en partie par la compagnie des pêches Saint-Malo pour faire du surimi. Il a une usine à bord du navire. Mais sur la base d'un échange de quotas, nos quotas qu'on a échangés avec la Pologne, puisqu'il est pavillonné en Pologne, même s'il appartient à des Néerlandais, oui, on échange des quotas. Et dans les échanges de quotas, quand on donne tout notre merlan bleu, par exemple, contre je sais pas quoi, là, on a échangé en fait contre du cabillaud. Mais le cabillaud, en fait, on aurait pu récupérer le cabillaud pour des pêcheurs artisans. Les pêcheurs artisans, le cabillaud se porte mal, c'est un poisson très noble, hyper bon. Tout le monde veut du cabillaud. Et les pêcheurs artisans, ils rêvent d'avoir un petit peu de quota de cabillaud. Et en fait, au lieu de donner le quota à des pêcheurs français, des petits, ils ont donné tout le quota à un navire industriel français.
Donc c'est des choix politiques. C'est juste des choix politiques. Au lieu de permettre à des petits pêcheurs d'attraper du poisson toute l'année pendant... pour vous dire, un bateau comme ça, il peut attraper même plus petit que ça. Les bateaux qui viennent chaque année en Manche, par exemple, en France, ils attrapent parfois en une demi-heure ce qu'un pêcheur artisan sur la même zone qui cible les mêmes espèces va attraper dans une vie entière. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'on sait régler le problème. Simplement, on ne veut pas régler le problème. Voilà, c'est tout. C'est un choix politique. On décide d'avoir quelques énormes navires, souvent sous capitaux néerlandais, mais parce qu'on a bien voulu vendre nos flottes de pêche industrielles aux Néerlandais, au lieu de soutenir nos pêcheurs français. Et donc, à Boulogne-sur-Mer, à Dunkerque, etc., c'est la panique. S'il y a un endroit, un quartier maritime où je vais, où vraiment les pêcheurs me touchent à chaque fois, on repart, on a le ventre noué quand même. Mais on voit en fait leur crier à fermer à Dunkerque, c'est la misère, par choix politique. Bon, ok, on vous a dit super, on a le moral, et maintenant, paf. Non, mais heureusement que tu es là. Même il y a des solutions. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des solutions. Il y a plus de solutions qu'il n'y a de problèmes en réalité. Parce que toi, notre problème, c'est les politiques. Une chose que tu fais aussi, c'est de réussir à aider les pêcheurs artisanaux à la reconversion. Alors ça, nous, on ne peut pas. Alors c'est ça où, en fait, il faut être bien clair, c'est que nous, on produit de la recherche avec des chercheurs, y compris des chercheurs dans des instituts publics comme le Muséum, on aimerait bien avec l'Ifremer et tout ça. Mais nous, on est une ONG scientifique, donc on travaille sur des bases scientifiques et on regarde le secteur de la pêche et on dit minuscule secteur qui impacte l'océan entier. Alors, pas la pêche française au niveau mondial, mais même si nos pêcheurs vont quand même piller les eaux africaines, donc prenons nos responsabilités coloniales aussi, hein, ça ne va pas du tout ce qui se passe en Afrique. Mais donc on a, au niveau mondial, on a un minuscule secteur industriel qui ravage l'océan mondial. Et si on voulait de la pêche qui nous permette d'avoir de la souveraineté alimentaire et d'avoir des ports de pêche qui sont peuplés de petits navires de pêche, avec des humains, avec une pêche à hauteur humaine, qui contribuent à une économie locale, et non pas des énormes unités de pêche industrielles qui font de l'évasion fiscale, qui font de la fraude systématique, qui sont de plus en plus liées au trafic de drogue, qui sont liées à des dossiers de violation de droits humains systématiques, notamment en Afrique, etc., on se dit, bon, en fait, ce sont de nouveau des choix qu'on peut faire. Et nous, notre rôle, c'est de dire, voyons quel est l'état des lieux. Est-ce qu'on peut comparer l'impact des pêches en fonction des différentes pratiques de pêche, des différents engins, des différentes tailles de navires, etc., pour savoir quelles devraient être les décisions publiques qui iraient dans le sens de l'intérêt général. Et il se trouve que quand on fait cet exercice factuel, on se rend compte que la décision, elle est assez simple à prendre, mais nous, on ne peut pas. On peut donc montrer qu'il y a des voies de conversion. On a fait une étude, par exemple, qui s'appelle « S'affranchir du chalut ». Donc, ce n'est pas nous qui l'avons faite, hein, ce sont des chercheurs avec lesquels on collabore. Et on a coordonné simplement le projet de recherche. Mais ils ont calculé qu'en fait, aujourd'hui, des captures qui sont faites par les chalutiers de fond, qui sont donc le principal problème si on veut décarboner les pêches, si on veut arrêter de détruire les fonds marins et permettre aux écosystèmes de retrouver du souffle, déjà de la productivité, de la richesse biologique, et aussi de faire leur travail de stockage de carbone. En fait, il faut se débarrasser du chalut. Et donc, c'est possible de le faire. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Ce n'est pas ça l'idée, ce n'est pas le projet. On peut le faire sans aucune casse sociale, si tant est qu'on avait avec nous des politiques au niveau national, puisque au niveau national que ça va se jouer, qui avaient le courage de s'affranchir en fait des lobbies du chalut et donc d'enclencher et d'engranger en fait des politiques publiques d'accompagnement, parce que les chercheurs ont montré que 85% des captures qui sont faites par les chaluts sont facilement transférables à d'autres méthodes de pêche qui sont beaucoup plus acceptables, comme du filet, du casier ou de la ligne, avec un impact infiniment plus faible sur l'environnement marin et sur les espèces. Mais comme tu le disais quand tu es venu ici la dernière fois, il y a beaucoup de systèmes pour subventionner les marins pêcheurs à transformer leur matériel, leur bateau, etc. Ils sont aidés pour ça. Ils sont énormément aidés, en fait, les pêcheurs. C'est un des secteurs les plus aidés, en fait, beaucoup plus que l'agriculture en prorata du chiffre d'affaires généré.
Donc la question, c'est de nouveau, en fait, c'est là où nous, on ne peut pas mentir. Nous, on peut éclairer la voie. Ça fait un peu maoïste de dire ça, mais on peut quand même mettre une lumière sur la voie à suivre, mais on ne peut pas faire de promesses aux pêcheurs qu'on ne peut pas tenir, parce qu'on n'est pas la force publique. Donc il nous faut une force publique qui a envie de choisir l'humain plutôt que le grand capital, en fait. Là, ça fait un peu Arlette Laguiller pour le coup, mais en fait, en vrai... Qui ça? Les jeunes ne connaissent plus. Mais ouais, en fait, en vrai, on a quand même un sujet de ultra-capitalisation dans les flottes de pêche, de plus en plus accaparées par des consortiums industriels qui appartiennent beaucoup... On a sorti un rapport qui s'appelle Big Five, à 5 entreprises néerlandaises qui ont racheté la plupart des flottes de pêche d'Europe du Nord, en tout cas, et qui sont vraiment des entreprises prédatrices, qui sont en situation d'oligopole et qui font plier, en fait, l'ensemble des oligopôles. C'est un quasi-monopole, quoi. Et les entreprises, ça va être Parlefleet van der Plas, Cornelis Vreelijk, qui ont déjà racheté ou qui possèdent une partie du capital de toutes les grandes entreprises de flotte industrielle en France. Donc, en fait, on est un peu coincé dans ce système de surcapitalisation de la pêche, alors que la pêche artisanale, elle se bat de plus en plus. Et alors, il y a un truc complètement dingue qu'il faut que je vous raconte, parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est que, en fait, on s'est vraiment battu avec des collègues ONG jusqu'en 2013, pendant la réforme de la politique commune des pêches. Vous voyez, on connaît tous la PAC, mais on connaît moins la PCP. Mais c'est évidemment l'équivalent pour la pêche de la PAC pour l'agriculture. Et donc, on s'est battu pendant la réforme de la PCP pour obtenir l'article 17. Et l'article 17 de la PCP, il dit que les quotas de pêche, puisque sur terre, la richesse, c'est le foncier, c'est votre ferme, en mer, c'est le quota. Et donc, on s'est battu pour que l'article 17 dise que les quotas devraient être attribués selon la vertu, en fait, de la performance sociale et écologique, et même économique des pêcheurs. Si l'article 17 avait été mis en œuvre déjà depuis 2013, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le quota serait surtout distribué aux petits pêcheurs et non plus aux énormes industriels. Or, l'article 17 n'est pas mis en œuvre par la France. Donc, les pêcheurs français ont attaqué l'État français en disant, sur le cas du thon rouge, en disant, nous, avec 5 thons rouges par an, on arrive déjà à vivre, enfin, quasiment, mais on arrive à arrondir nos fins de mois. Or, tout le quota, il est donné à des industriels. Donc, c'est pas normal. Donc, ils ont attaqué la répartition du quota, thon rouge, en se disant ça va faire précédent au niveau de la justice. La justice administrative leur a donné raison. L'État français a fait appel de la décision. En appel, ils ont gagné de nouveau. L'État français est allé porter l'affaire devant le Conseil d'État. Et là, au mois de juin, le Conseil d'État, surprise, surprise, a dit « Non, mais en fait, ça va, c'est pas très grave si on n'applique pas l'article 17. » Donc, un peu le truc télécommandé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas être complotiste, mais là, ça devient lourd. Donc, Conseil d'État a dit, en gros, vous avez une réserve de quotas, on va estimer que si vous avez mis des critères environnementaux sur la réserve de ce que vous pouvez un peu ce qui vous reste à attribuer en quotas, ça va suffire. On peut estimer que ça suffit quasiment par rapport à l'application du droit européen. Enfin, vous voyez, en fait, à un moment donné, et c'est pour ça qu'il y a une forme de clarification de là où on en est, c'est que quand l'État est poussé à devoir abattre ses cartes, il devient très clair que l'État est contre la pêche artisanale française, en fait. Donc, je peux vous en donner 50 des exemples comme ça. Je peux vous tenir, j'ai un train à reprendre, mais je pourrais vous tenir pendant littéralement 5 heures, tellement on en a. Le truc est dingue. Donc, on est arrivé à ce moment où, en fait, on voit bien que les puissants, donc plus on s'éloigne de l'échelon local, vous savez, moins les Français ont confiance dans leur politique. Donc, en gros, on fait encore confiance à nos maires. Déjà un petit peu moins au niveau régional et carrément beaucoup moins au niveau national. Et c'est ça, en fait, le déficit de confiance qui se crée, et on sait pourquoi. Et donc, on voit qu'en fait, l'État a pris fait et cause pour la défense de certaines oligarchies. Et c'est le problème qu'on a dans tout, dans les pesticides. En fait, c'est le problème qu'on a dans tous nos sujets. Et donc, je me dis que d'un côté, nous, on va évidemment faire... Alors, on a un autre recours sur les quotas. Et pareil, évidemment, le tribunal administratif vient de se fier en fait, à l'avis du Conseil d'État par rapport à notre arbitrage, évidemment, sur les quotas aussi. Puisqu'en fait, l'État a mobilisé, évidemment, le Conseil d'État pour faire en sorte que rien ne bouge. Et donc, en fait, quand un gouvernement, au moment où la société est à risque
existentielle, et qu'on voit que nos puissants, qu'ils soient du côté de la justice, des lobbies ou des politiques, il n'y a plus de défense de nos libertés, de nos droits et de l'intérêt général, ça veut dire qu'on est clairement face à une coalition fossile, en fait. Défendre le statu quo, c'est-à-dire qu'ils défendent une coalition fossile. Ils font partie d'une coalition fossile. Et nous, les citoyens, on fait comme partie d'une coalition climat, en fait. Et donc, il faut qu'on se batte encore plus loin. On va faire appel des décisions et on va se battre jusqu'au bout, évidemment, pour faire tomber ces décisions iniques, puisque c'est là le levier de transformation et de la transition. Et que, donc voilà, donc en fait, nous, on sait comment faire, les chercheurs savent comment faire. La société, quand on lui demande, regardez la Convention citoyenne sur le climat, il y avait 149 propositions qui étaient vraiment hyper intéressantes, qui avaient été discutées par les citoyens, tirées au sort. Et il n'y a que 10% des propositions qui ont été retenues dans la loi climat, et encore avec arnaque. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, consommateurs, alors, par rapport à la pêche, au chalut ? Eh bien, alors, la pêche au chalut, c'est boycotter, quoi. C'est marqué sur les... C'est obligatoire. Nous autres consommateurs qui allons acheter du poisson, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'acheter des poissons Eh bien, en fait, l'engin de pêche est obligatoire sur le frais, en fait. L'engin de pêche doit être mentionné quand vous achetez du frais. Ici, vous n'êtes pas concerné parce que de toute façon, il n'y a pas de chalut, je crois. Enfin, les pêcheurs font... Ouais. Donc... il y en a un, il faut lui dire qu'il faut lui faire un peu de lobbying pour qu'il bouge, quoi. Mais après, bouger seul, c'est compliqué. C'est clair qu'il faut surtout que les politiques s'engagent. Là, pour le coup, le local peut faire quelque chose. On peut lui dire, on t'aide avec tes licences pour que tu te convertisses, pour qu'il y en ait, voilà. Mais oui, bien sûr, on doit, à mon avis, soit on ne mange pas de poisson, ce qui est encore pas une mauvaise idée, mais en consommer beaucoup de modération. Et en soutenant la pêche locale quand elle est petite, française, peu importe, si vous êtes portugais, au Portugal, de la pêche portugaise. Je ne vais pas être chauvine en disant ça, je veux dire c'est de la pêche locale, quoi. De la pêche locale qui a utilisé des engins de pêche qui sont respectueux de l'environnement et où il y a beaucoup moins de fraude fiscale, etc., que sur les pêches industrielles, surtout. En gros, le poisson industriel, quand vous regardez un poisson industriel au supermarché et tout, vous pouvez être garanti qu'il y a un massacre de biodiversité derrière, et qu'il y a des embrouilles, il y a de la criminalité, il y a de l'évasion fiscale, il y a du trafic, quoi. Et alors, aujourd'hui, quel est ton sujet central sur lequel tu travailles en ce moment ? C'est le changement de système, en fait. C'est que nous, on veut faire changer ce système. C'est notre mission. C'est d'obtenir un changement systémique, parce que le problème n'est pas... On peut le prendre en pointillé, mais on voit bien que tout se tient. C'est un système qui est tenu par des lobbies industriels qui, en toute complicité, en toute grande collusion avec les forces publiques, et ce n'est pas du tout normal. Donc nous, on a une mission très claire, c'est d'éclairer la nature criminelle, abusive, frauduleuse, etc., de la pêche industrielle, montrer de quel bois ils sont faits. Donc nous, on documente, on investigue beaucoup la pêche industrielle. C'est essayer de sauvegarder ce qu'il reste de pêche artisanale, mais franchement, elle se porte mal. Et avec les arbitrages du Conseil d'État cet été, je vous dis pas, c'est vraiment la catastrophe pour la pêche artisanale. Et c'est essayer de montrer comment on pourrait en effet convertir tous ceux qui, au milieu, la pêche intermédiaire, quoi, qui n'est ni petite ni très grande, les 12 à 24 mètres environ, les bateaux qui font cette taille-là, c'est montrer qu'on pourrait les convertir et si on pouvait, on pourrait le faire sur plusieurs années, sans qu'il n'y ait aucune forme de sacrifice personnel à faire de la part des pêcheurs, parce que c'est évidemment pas ce qu'on leur demande, et simultanément permettre aux océans de se régénérer, puisque ça va très mal. Enfin, le chercheur Daniel Pauly disait à la radio, il y a eu un épisode, plusieurs épisodes du coup, de À voix nue sur France Culture qui ont été faits sur le chercheur Daniel Pauly. Je vous encourage à l'écouter. Si vous avez moins de temps, vous pouvez écouter son passage sur la Terre au carré au micro de Mathieu Vidard, et où il disait, c'est le nom de l'émission qu'ils ont retenu d'ailleurs, c'est dans l'océan, la catastrophe a déjà eu lieu. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le message à retenir, parce qu'en fait, on est déjà à plus de 90% d'effondrement des poissons, des grands poissons dans l'océan au niveau mondial. La catastrophe a déjà eu lieu. Donc maintenant, il y a urgence à vraiment protéger l'océan. Et plus on attend, là, on demande 30% d'aires marines protégées, pas nous, Bloom, mais l'Union internationale pour la conservation de la nature demande 30% de protection de l'océan, dont un tiers en protection stricte.
Et donc voilà, donc, vous voyez, 30%, si on attend, il va falloir que ce soit 50. Enfin, à un moment donné, il faudra tout protéger parce qu'on aura tout bousillé. Donc ça n'a aucun sens de continuer. Mais 30% de protection, dans le langage de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, ça veut dire aucune pêche industrielle, aucune infrastructure industrielle, pas d'extraction industrielle. Et donc les seules extractions de vivants, c'est de la pêche artisanale. Donc des petits bateaux dans un volume à peu près raisonnable. Et la protection stricte, donc on devrait protéger, vous voyez, 30% de l'océan, dont un tiers, donc on devrait avoir 10% de notre surface économique exclusive, donc nos eaux françaises, devraient déjà être protégées à 10% en protection stricte, c'est-à-dire sans aucune activité humaine. Zéro. Un tout petit peu de tourisme, enfin voilà. Et donc, mais aucune activité extractive. Et la France, non seulement ne fait aucun de ces chiffres, mais elle a inventé un concept qu'elle appelle protection forte, avec un décret qu'on a attaqué au Conseil d'État. Évidemment, le Conseil d'État ne nous a pas donné raison. Et devinez quoi, on a attendu 2 ans l'arbitrage du Conseil d'État et on a eu la nouvelle le 6 novembre. Vous vous souvenez de ce qui se passait le 6 novembre ? Élection de Trump, quand même. Vous voyez le truc ? C'est le jour où le Conseil d'État a rendu son arbitrage aussi sur l'agrément d'anticorps, pour ceux qui ont suivi la lutte de l'association anticorruption. Et c'est le jour où ils ont aussi rendu leur arbitrage sur Déméter, vous savez, la cellule de gendarmerie spécialisée pour lutter en faveur de l'agriculture industrielle et contre les militants. Dans le 6 novembre, il y avait 3 arbitrages vraiment problématiques du Conseil d'État. Le 6 novembre, c'est-à-dire le truc était inaudible. C'est passé comme une lettre à la poste parce que le monde s'occupait évidemment des États-Unis qui sombraient dans le fascisme. Donc c'est clair que c'était un peu plus important que, a priori, notre décret sur la protection forte. Mais il n'empêche, le décret sur la protection forte français, c'est que la protection forte française, ce n'est même pas le niveau standard de protection au niveau international. Donc en gros, on protège si on a envie, mais bon, vraiment, ça nous laisse une petite porte. Si vraiment on a envie d'exploiter un jour, on pourra quand même exploiter. Vive la France. Et donc, et alors ce qu'on fait, c'est qu'on ne se contente pas de ne pas protéger. Donc aujourd'hui, il y a un chercheur du CNRS qui s'appelle Joachim Claudet qui a quantifié les zones vraiment protégées dans les aires marines qu'on appelle protégées, parce qu'on dit qu'on a protégé plus de 30%, mais ce n'est pas du tout vrai. Et lui, il a quantifié le pourcentage d'aires marines vraiment protégées, au sens international. Et donc, vous voulez deviner ? Je vous laisse deviner. On dit qu'on protège plus de 30%. Hein. Mais parfois, ils vont même jusqu'à dire qu'ils protègent 75%, 78%, je sais pas, parfois ils délirent. Mais donc, Atlantique, allez, on commence par la Méditerranée parce que c'est mieux. 0,094%. Et en Atlantique et Manche, mer du Nord, enfin le petit bout de mer du Nord, 0,005%. Donc je vous dis, vive la France. Heureusement que vous êtes sympa parce que sinon on aurait honte d'être français. heureusement qu'on mange bien quand même. Parce que je reviens de Hongrie, je vous dis même pas. Hein. Non mais genre chaque tomate en France, on peut dire merci quand même à la France, non ? Alors non, il y en a encore des vrais, des bonnes, des vrais, des bio. Après, elles vont arriver des serres chauffées, ouais. Donc voilà, donc en fait, il y a un énorme problème. Et la France, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à la conférence des Nations Unies sur l'océan en juin à Nice, mais là, on a vraiment, alors là, on a touché le fond, et on a sorti le chalut et on a raclé. Ça a été le délire, ce qui s'est passé. Donc on avait évidemment, avec tous les citoyens, mis une énorme pression sur le gouvernement avec une coalition de plus de 200 ONG avec plein de citoyens, etc. On a demandé vraiment de façon répétée et très claire au gouvernement français de s'aligner entre les beaux chiffres jetés comme ça à la presse et la réalité du terrain pour que ces 30% soi-disant de protection soient en fait au moins des zones où il n'y a pas de chalutage de fond, qu'au moins la France arrête le chalutage de fond dans les aires marines dites protégées. Le président est arrivé, il a dit, ils ont envoyé la veille d'ailleurs de l'arrivée un dossier de presse en disant regardez c'est formidable, la France va protéger enfin sur la France hexagonale, on va interdire le chalutage de fond dans certaines aires marines protégées pour déjà être à 4%. Sauf qu'ils ont sorti la carte et la carte ressemblait vraiment à la carte qu'on avait déjà obtenue quand on avait obtenu l'interdiction du chalutage profond au-delà de 800 mètres en 2016. Et on s'est dit c'est marrant parce que les
Les zones qu'ils disent nouvellement interdites au chalutage de fond ressemblent étrangement à la cartographie qu'on a obtenue en gros en 2016. Et donc là, on était avec notre directeur scientifique et pas mal de chercheurs de notre équipe à Nice, dans un appartement où on nous avait sectionné parce qu'on est attaqué par les lobbies comme jamais. Donc ils nous avaient aussi, les lobbies qui ont passé leur temps à nous suivre, à nous foutre la pression, à nous insulter, à machin, et à sectionner le câble internet de l'appartement de location qu'on avait loué à Nice pour vous dire ambiance. Et donc on a travaillé toute la nuit. Parce que quand même, avant d'exploser quand même Emmanuel Macron sur la scène internationale, on se dit, bon, j'aurais dit, vous êtes vraiment sûr de vous. Hein parce que sinon, c'est moi qui prends. Hein. C'est ma porte, c'est mon appart, c'est moi qui me fais suivre. C'est moi. J'ai quand même attrapé un type il y a une semaine en train de fouiller mes poubelles en pleine nuit, mes poubelles de recyclage dans mon appartement. Je rentre du théâtre, il y avait un type qui était en train de sortir les poubelles de ma poubelle de recyclage des documents et qui partait avec un sac noir, quoi. Donc non, mais ça c'est ma life. Hein. Au jour, non mais ma vie, elle est devenue genre série policière, quoi. Donc voilà, contexte c'est ça. Donc j'ai dit, vous êtes vraiment sûr de vous, hein. Sûr de vous. Parce que votre carte, là, si on dit que la France ment et qu'Emmanuel Macron est en train d'appeler des zones nouvellement protégées du chalutage de fond, alors qu'en fait, elles ne sont pas nouvelles du tout, ça va être moche. On a refait des calculs, on a demandé à tout le monde, on a réveillé toute l'équipe scientifique, et on a sorti le truc. C'était partout. C'était sur toutes les lèvres à cette conférence des Nations Unies. Et c'était la honte. Et du coup, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, première conférence de presse, première question, la carte. Deuxième question, la carte. Donc, OK, il devait faire une autre intervention avec la presse avant son passage à la télé, avec Léa Salamé et Hugo Clément, qui ne lui ont parlé que de chalutage de fond dans la partie air marine protégée. Et ben, il a annulé le deuxième point presse, quoi. Donc, on avait au moins réussi. On n'a pas réussi à protéger l'océan encore, mais j'ai envie de dire, mais on a réussi à montrer que l'État français mentait et était prêt à aller à fomenter des mensonges, des fausses cartes pour pouvoir protéger non pas l'océan, le climat, l'intérêt général, les poissons, les pêcheurs artisans, mais le lobby du chalut. Donc je pense vraiment, c'est mon côté, je suis vraiment pessimiste, hein, mais là je vous le dis, c'est mon espèce de regain d'optimisme qui me vient des abysses. Mais ouais, quand même, je me dis que quand je vois à quel point ils sont arrivés, à quel point de déchéance, merci, je me dis que c'est un peu comme le trumpisme, le fascisme des temps modernes, c'est que le système ne peut pas durer très longtemps comme ça. Et il y a un moment, ça va s'effondrer, parce qu'ils sont en train, c'est le poisson qui pourrit par la tête. Et ben voilà, ils sont clairement arrivés dans un endroit où ils ne peuvent plus faire semblant. Et je vais vous donner un autre, enfin, je vais pas, faut que je fasse gaffe parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui filment et tout. Mais bon, alors non, j'allais dire un truc juste, cool, pardon. Parfois, je parle comme si on était entre copains, mais en vrai, je vous connais pas, donc ça se trouve, vous allez tout mettre. Mais bref, on a sorti une étude incroyable qui montre en effet que le chalutage, ça allait pas du tout, etc. Et des chercheurs, les lobbies ont mobilisé certains chercheurs pour leur dire, est-ce que vous pouvez démonter ce rapport ? Et les chercheurs, pourtant, qui ne nous portent pas dans leur cœur, parce que bon, ils sont très proches des lobbies du chalut, on dit on peut rien démonter parce que le rapport est parfait. Et du coup, les lobbies ont été obligés de sortir une critique de notre étude eux-mêmes. Mais vous voyez, quand on arrive dans cette zone où en fait on est dans la clarification, on est dans une grande phase de clarification. Les lobbies ont toujours utilisé les chercheurs, les instituts de recherche, le gouvernement, pour faire passer leur politique un peu dégueulasse de déstabilisation, etc. Et maintenant, ils sont obligés de sortir du bois. Donc voilà, Emmanuel Macron, il a été obligé de sortir du bois en faveur des lobbies. Ils sortent du bois. Donc je me dis, ça y est, ils sont sortis du bois. À nous maintenant de faire ce qu'il faut une fois qu'ils sont sortis du bois. Donc là, pour finir, tu peux nous dire un peu tes perspectives dans ces mois-ci, comment tu vas arriver à slalomer. En fait, on a une... En fait, le sujet de l'océan, c'est que c'est un espace commun. Il n'appartient pas aux pêcheurs. Il appartient à personne. En tout cas, s'il appartient à quelqu'un, c'est à nous tous. C'est pas aux pêcheurs. Donc, il faut trouver des accords. Il faut discuter. Il faut créer à la fois, je dirais que schématiquement, il faut créer quand même des espaces de discussion et de concertation avec les gens de bonne foi et qui sont bien intentionnés, parce qu'ils ont le droit de vivre de la mer. Aucun problème avec ça. Mais il faut vraiment
mettre de côté, exclure du cercle de discussion les gens de mauvaise foi, donc les lobbies de la pêche industrielle. Et voilà, en fait, ils sont malhonnêtes et ils ne sont pas seulement destructeurs de l'environnement marin, du climat, des emplois et des subventions publiques, ils sont aussi destructeurs de la démocratie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils n'ont plus voix au chapitre. Donc nous, notre mission, c'est de continuer à montrer qui ils sont, comment ils agissent. Je pense qu'en attaquant, en effet, mes équipes, ils ont suivi mes collègues, ils ont usurpé des identités de collègues en prenant le contrôle de nos téléphones, en se faisant passer pour les gens chez nous et en faisant peur à certaines de mes collègues jeunes, en nous suivant, en nous menaçant dans la rue, en faisant du sabotage de notre matériel, donc plusieurs fois le câble internet coupé. Ils ont peinturluré ma porte, ce qui n'est toujours pas repeinte, parce que le syndic... bref, la nuit, en pénétrant dans mon immeuble, en balançant de la peinture noire, ils ont balancé des sites diffamatoires anonymes contre nous auprès du Parlement, quoi, à la fois l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen. Enfin, oui, on est face à ces gens-là. En gros, ils ont montré leur nature criminelle, mafieuse. Donc je pense qu'il ne faut pas discuter avec des gens comme ça. Ça montre que tu es efficace aussi. Ah ben ça c'est clair, ouais. Non, je pense qu'on aimerait bien qu'il y en ait d'autres d'ailleurs, parce qu'on prend un peu cher, mais oui, clairement, en fait, on gagne contre eux. Et on va continuer à gagner contre eux tous ensemble. Mais c'est clair on est quand même dans une phase très particulière, quoi, enfin, de décomplexion complète de toutes les formes de grossièreté, de vulgarité, de détachement de la vérité factuelle. Il n'y a pas de vérité sur la voie. Enfin, voilà, on peut discuter de ce que devrait être une société équilibrée, de ce qui est une priorité. Pour moi, c'est une priorité de faire en sorte que les profs soient hyper bien payés, que tous ceux qui s'occupent du bien-être des humains soient bien mieux payés que les financiers qui spéculent sur la fin du monde, par exemple. Mais j'entends que ce ne soit pas partagé. Enfin, on en discute, c'est ça la démocratie. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir des méthodes criminelles pour imposer sa vision des choses. C'est pas possible. Donc c'est intolérable. Donc moi, vraiment, je suis rentrée dans une zone, vous savez, Karl Popper, le philosophe, il disait même la tolérance a des limites. Voilà, je pense que moi, ma tolérance avec les lobbies industriels, c'est fini, quoi. Ils ont cramé toutes leurs cartouches. Donc j'espère que vous aussi. Et que voilà, en fait, plus la situation se dégrade et plus on a un intérêt collectif à comprendre que ceux qui vraiment détruisent la planète sont les mêmes qui détruisent nos hôpitaux, nos finances publiques, le salaire des profs, le salaire des infirmières. C'est les mêmes individus, c'est les mêmes logiques à l'œuvre, et on ne peut plus se laisser faire, en fait. Donc c'est éminemment politique. Et donc, donc ce qu'on peut faire, c'est évidemment pénal, et ce qu'il faut faire, c'est voter. Enfin, je veux dire, voter. Ne jamais accepter, et autour de vous, faire vraiment... mais la tête au carré à ceux qui vous disent qu'ils vont s'abstenir. Je veux dire, ok, c'est pas génial, on s'en fiche. On demande à personne d'aller se marier avec la personne pour laquelle on vote. On demande juste de ne pas laisser le champ libre à ceux qui sont des destructeurs du monde et des défenseurs des oligarchies. Voilà. Et juste par rapport aux autres ONG qui travaillent sur l'océan, Sea Shepherd, tout ça, est-ce qu'il peut y avoir une coalition ou c'est trop compliqué ? Non, mais on a une coalition en fait pour l'océan et le climat, mais après chacune travaille. Nous, on est la plus grosse en France sur l'océan parce qu'on a une 50aine de personnes salariées qui travaillent que sur l'océan. Ouais, alors que Greenpeace ont une personne, donc évidemment c'est pas du tout le même. Mais après, eux, ils travaillent sur le deep sea mining justement que Marjolaine a présenté très rapidement à la fin, mais en montrant que oui, il y a quand même des énormes enjeux sur l'exploitation des ressources minières des grands fonds. Et voilà, moi typiquement, nous on a une force de frappe très grande parce qu'on sait écrire des histoires et raconter les trucs qui marchent sur les réseaux. Donc sur le deep sea mining, l'extraction de minerais en profondeur, on a réussi à faire plier Macron parce qu'on lui a mis une énorme pression la veille de la dernière conférence des Nations Unies, donc pas celle-là mais celle d'avant à Lisbonne en 2022. Donc voilà, quand les ONG nous demandent de l'aide, on est tout le temps là pour se filer des coups de main. Et quand on a une force de frappe plus grande en communication, typiquement, on est dimanche. Voilà, demain. Est-ce que vous savez ce qui se passe demain au Parlement européen ? Je ferme la NAS de plus en plus. Parlement européen, demain, rien. Si je vous dis commission, jury, commission donc de toutes les questions juridiques et légales. Non ? Omnibus, ça vous dit quelque chose ? Rien ? Alors, l'omnibus, c'est une proposition de la Commission européenne de faire ce qu'ils appellent une simplification,
un choc de simplification, mais en fait, c'est une énorme dérégulation de toutes les avancées environnementales qu'on a gagnées depuis des années. Et ça passe au vote demain en commission. Donc il y a des petites commissions à l'intérieur du Parlement européen avant les votes en plénière. Demain, il y a un vote en commission jury, J-U-R-I, parce qu'ils ont tous des acronymes, là, toutes les commissions ont des acronymes. Et donc demain, il y a un vote. La loi devoir de vigilance, vous voyez, la loi, ça vous dit quelque chose, la loi devoir de vigilance ou pas? Pas trop? Alors il faut la connaître, parce qu'en plus on va peut-être la perdre demain. Enfin, on va la perdre demain et on va se battre pour ne pas la perdre en plénière. Mais donc la France, en 2017, avec Hollande, avant que Hollande quitte son mandat, arrête son mandat, en 2017, la France a voté la loi devoir de vigilance, qui était une demande des ONG, de la société civile, des syndicats, pour faire en sorte que les multinationales soient contraintes de respecter dans toute leur chaîne d'approvisionnement, où que ce soit, les droits humains et en gros l'environnement. Donc que ce soit le climat ou aussi l'environnement au sens biotope, espèces, etc. Et la loi devoir de vigilance a été adoptée. Donc toutes les entreprises, nous on a attaqué Carrefour par exemple en justice au titre de la loi devoir de vigilance parce que sur son approvisionnement de thon, donc le thon dans l'océan Indien qui est pêché dans des conditions absolument épouvantables, sans aucun contrôle, pas un contrôle par an de l'État français. C'est trop magique. Donc on a attaqué Carrefour au titre de cette loi devoir de vigilance en disant mais vous ne savez pas ce que vous vendez. Quand vous mettez du thon dans des boîtes, ne venez pas nous dire que ce thon, il est pêche machin ou pêche truc, rien du tout. Il n'y a pas un contrôle de l'État français. Ça triche à tous les étages de la fusée. Et on a une loi pour attaquer cette loi devoir de vigilance qui a été transposée et votée au Parlement européen en 2024 pour devenir, donc, qui s'appelle le CSDDD, donc le droit de devoir de vigilance, enfin Due Diligence Directive. C'est une directive. Et demain, en commission jury du Parlement européen, il y a une proposition évidemment de la droite qui est de carrément se débarrasser de la directive devoir de vigilance, alors que c'est le seul moyen qu'on ait pour contraindre des entreprises à se comporter autrement que comme des entreprises scélérates, prédatrices des humains et de la nature. C'était le seul outil juridique qu'on avait. Il a été voté en 2024 et demain, la droite, qui a dit on va faire un deal avec l'extrême droite et finalement a dit à la gauche vous voulez pas qu'on fasse un deal avec l'extrême droite, donc on vous impose un package, un compromis absolument infâme. Demain, ils vont voter en commission. Donc ce soir, donc si vous n'avez pas Instagram, c'est le moment. Alors désolé, ça fait de la pub, hein, mais en attendant d'avoir des super réseaux sociaux géniaux qui soient nickel, en attendant, c'est quand même un outil qu'on peut utiliser aussi contre les méchants. Ce soir, sur Instagram, on va mettre un post de mobilisation pour que les citoyens mettent vachement la pression. Un député, vous verrez qui, ce soir, pour qu'ils ne votent pas ce qui va se passer demain. Ça va être un carnage. Et donc, dans cette régulation omnibus, ils vont faire sauter toutes les régulations, en gros, ils veulent plus de contraintes, quoi. C'est ce qu'ils appellent le 28e régime. Voilà. Donc, la Commission européenne, Ursula von der Leyen II, elle a en tête ce qu'elle appelle le 28e régime. Et le 28e régime, c'est un nouveau régime où, en fait, les entreprises peuvent investir où elles veulent, quand elles veulent, en genre 48 heures. Simplification. Toutes ces normes environnementales, l'impact sur les espèces, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des salamandres, des requins, on s'en fiche complètement. Un truc pour que ce soit vraiment un train en fait, d'investissement en faisant passer évidemment le climat et la biodiversité et l'intérêt général sous le tapis. C'est Ursula von der Leyen II, c'est un énorme problème. Mais je ne sais pas combien de temps on a, parce que je peux vous raconter ce qui se passe à la commission sinon. Donc si je comprends bien, demain tu es en Belgique. Attends, on a des signes comme ça ne veut pas dire continuer a priori. Ouais. Demain, non, je devais partir hyper tôt là, mais j'avoue que vu l'heure à laquelle je me couche depuis là, j'ai supplié pour pouvoir faire le brief des médias à distance. Donc je me suis acheté un réveil normal à 7h et non pas 5h du mat. Voilà. Donc la commission, ça va pas du tout.
Donc la Commission européenne est devenue très autoritaire. Et donc même avant, on avait toujours des discussions avec les fonctionnaires. Je veux dire, ils nous passaient des infos. Aujourd'hui, la personne qui parle à une organisation de la société civile peut être littéralement virée. Donc c'est fini, plus personne ne parle. On est dans un régime totalement autoritaire. Donc le 28e régime de dérégulation environnementale, il passe d'abord par le 28e régime un tout petit peu dictatorial dans son style, vous voyez. Donc suivez-nous si vous voulez participer ce soir sur Instagram à essayer d'éviter le carnage de la loi devoir de vigilance et de cet omnibus absolument insupportable. Merci d'être là. Merci Claire. Ben, merci à vous.